Le module de ce jour est intitulé Hygiène alimentaire. Alors nous allons voir en détail des différents procédés de l'hygiène alimentaire. Alors, on verra ce que c'est que la lutte antimicrobienne. Quels sont les modes de contamination et de transmission des germes dans l'organisme? 1. Les modes de contamination dans l'organisme se font à partir de la sécrétion des sécrétions transmises par l'air, le cas du coronavirus, à travers les bactéries transmises par les aliments, les objets, la transmission par contact direct entre homme et homme et la contamination homme-animal-homme. Ce processus se ressemble bien entendu au coronavirus, les sources de contamination du coronavirus. Un individu contamine directement un autre individu ou un aliment. Cette transmission peut se faire par les mains. On parlera ici de transmission manuelle portée, mauvaise hygiène des mains. Au moment des manipulations, les mains sont en contact direct avec les matières à préparer. On a aussi la transmission par l'air expiré. On parlera aussi de transmission aéroportée, à savoir la toux, les postillons, les éternuements. C'est pour cela qu'on recommande, en ce qui concerne les mesures d'hygiène, que lorsque l'on veut tousser ou éternuer, il faut le faire dans le creux du coude, afin d'éviter tout jet. Quelles sont les voies de pénétration des micro-organismes? Je vous rappelle, la bouche est la principale porte d'entrée des micro-organismes dans l'organisme. Nous avons aussi le nez et les yeux qui sont aussi les portes d'entrée. Nous avons par ailleurs les portes d'entrée par ingestion dans le sang, à savoir à travers la grosse veine où l'on pose le sérum. Nous avons aussi les portes d'entrée cutano-muqueuses qui se fait à partir des injections. Nous avons au niveau du nombril une porte d'entrée placentaire et au niveau des organes génitaux, la porte d'entrée génito-urinaire, à savoir toutes sortes d'infections urinaires. Quels sont les mécanismes de défense de l'hôte? En première ligne de défense, nous devons savoir que les mécanismes de défense non spécifiques, rapides et indépendants de l'agent étranger. Première ligne de défense, nous avons la deuxième ligne de défense. La première constitue la peau, les muqueuses et les sécrétions. La deuxième ligne de défense, ce sont les réactions inflammatoires, l'inflammation qui se fait au point d'ingestion. Nous avons aussi le phénomène de la phagocytose. Qu'est-ce que la phagocytose? C'est un phénomène qui consiste pour les globules blancs de phagocyter ou de digérer l'agent pathogène qui rentre dans l'organisme. Donc ce mécanisme de défense spécifique, tardif et spécifique de l'agent étranger. La troisième ligne de défense, c'est la lymphocytose, les globules blancs spécialisés qui vont intervenir. Et c'est la production d'anticorps spécifiques pour lutter contre les agents pathogènes qui sont entrés dans l'organisme. Quels sont les moyens de défense non spécifiques? C'est la peau, qui se fait par la défense chimique, les sécrétions acides ou ont un effet bactéricide. Nous avons aussi les défenses physiques, empêchent la pénétration des micro-organismes plus l'élimination mécanique des micro-organismes lors de la desquamation. Qu'est-ce que la desquamation? C'est un processus qui consiste à perdre de la peau et voir apparaître une nouvelle peau à la place ou une nouvelle muqueuse. Nous avons aussi les défenses biologiques, à savoir les bactéries.
commensale de la peau qui empêche l'implantation des bactéries pathogènes. La barrière cutanéo-muqueuse concerne la muqueuse respiratoire, digestive et urogénitale. Ici, ces éléments font appel à la défense physique. Ce sont les cellules ciliées et à mucus de la muqueuse respiratoire qui éliminent 90% des particules inhalées. Nous avons aussi le phénomène de péristatisme intestinal, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui consiste à broyer de la nourriture avant de l'envoyer au niveau des villosités intestinales. Le flux urinaire, les larmes diminuées d'adhérence des matières organiques aux muqueuses, le MO, les matières organiques. Nous avons les défenses chimiques à travers le pH vaginal et gastrique acide, les protéases en sécrétion par l'ingestion, les lysosymes, les sécrétions nasales, sécrétions lacrymales et les suivantes. Il précise que les sécrétions lacrymales concernent ici ce qu'on appelle communément les larmes. Lorsque vous pleurez, on parle ici de liquide lacrymal. Les sécrétions biologiques, à travers les défenses biologiques, ce sont les bactéries de la peau qui empêchent l'implantation des bactéries pathogènes. Et cela va se faire à travers une inflammation de la muqueuse. Qu'est-ce que la barrière cutanéo-muqueuse? Lorsque les barrières précédentes ont été franchies, une série de réactions physiopathologiques constituent la réaction inflammatoire et se met en place. Elle est caractérisée par 4 symptômes à travers la rougeur, la chaleur, la douleur, le gonflement. Les 6 caractéristiques d'une inflammation sont ici la chaleur et une élévation partielle de la température de 0,5 degrés, caractérisée par une fièvre modérée. En ce qui concerne la phagocytose, c'est un phénomène, comme nous venons de dire, qui consiste pour les cellules de l'organisme à digérer les bactéries. Donc, ce phénomène est caractérisé par les schémas que vous présentez ici. L'adhésion, c'est-à-dire que le micro-organisme, les cellules de défense de l'organisme viennent ici entrer en contact avec la bactérie. Mettre en place un système qui consiste à phagocyter la bactérie. Qu'est-ce que la phagocytose? C'est ramener vers son organisme la bactérie et la fusion phago-lésocomiale consiste ici à digérer la bactérie. Les défenses spécifiques. S'il y a septicémie, la septicémie c'est le micro-organisme qui a réussi à envahir le corps par voie sanguine, les globules blancs spécialisés mettent en place en quelques jours une réponse spécifique contre les micro-organismes. Des anticorps anti-agglutinants, les micro-organismes sont fabriqués et permettent l'élimination de l'intrus par neutralisation. Il existe des moyens d'aide et de simulation des défenses immunitaires, à savoir la prévention par la vaccination et la sérothérapie en cas de suspicion d'infection. Quelles sont les mesures de prévention? Les mesures simples d'hygiène. Les micropathogènes se développent préférentiellement sur les organismes vivants, à travers la peau, la bouche, l'intestin, et sur les organismes morts, la viande, le poisson, entre 3 degrés et 65 degrés Celsius. Pour limiter la contamination microbienne, il faut se laver régulièrement les mains, prendre des douches fréquentes et porter des habits propres afin d'éviter tout contact avec urine et sel. Les cuisines, les matériels doivent être régulièrement désinfectés avec du chlore, des solutions chlorhydriques. Pour limiter la prolifération et multiplication microbienne, les denrées animales d'origine animale et la plupart des aliments en voie étiquetage doivent être réfrigérés à une température inférieure à 3 degrés Celsius ou maintenus en cuisson à une température supérieure à 65 degrés Celsius. Ainsi, la chaîne de froid doit être respectée. Pour les aliments réfrigérés,
et surgelés. Il faut également faire attention aux milieux anaérobiques car il existe des pathogènes anaérobiques stricts, redoutables, capables de se développer dans des conditions. Exemple, le Clostridium botulinum. Alors, ce processus, ce schéma représente un peu ce que nous venons de voir dans le chapitre précédent. Alors, le processus de protection individuelle, la vaccination. Donc, la vaccination a pour but de faire acquérir à l'organisme des moyens de défense lui permettant de se protéger d'une maladie. Elle apporte donc à l'organisme une immunité ou mémoire immunitaire contre un agent pathogène de façon plus ou moins durable de quelques années ou toute une vie. La vaccination est utilisée à but préventif. Exemple de vaccin détecté polio, le BCG ou Bacillus-Guérin et le vaccin contre l'hépatite A et B. Les mesures curatives, c'est la sérothérapie. La sérothérapie fournit à l'organisme les moyens immunitaires lui permettant de se défendre contre une maladie infectieuse déjà déclarée. On fournit directement à l'organisme un sérum immunisant qui va permettre de neutraliser l'agent infectieux. Exemple, les toxines tétaniques, communément appelées encore sérum antitétanique ou botulinique, pour lutter contre les infections ou les gastro-intestinaux. La protection assurée à la sérothérapie est de courte durée, généralement 2 à 3 semaines. La sérothérapie est utilisée dans un but curatif et doit être suivie par une vaccination qui permettra une affection ultérieure. Exemple, l'injection d'anticorps antitoxines tétaniques à une personne blessée en jardinant et non vaccinée contre le tétanos. Je précise, en termes de prévention, il y a des vaccins qui sont faits pour prévenir les accidents et les infections, et il y a des vaccins qui sont faits après une blessure. On parlera ici de vaccin ou de sérum. Les traitements antibiotiques. Les agents antimicrobiens. L'étude de la croissance nous a permis de connaître les conditions optimales de développement de certains micro-organismes. Ces connaissances permettent de mettre en place un contrôle et d'empêcher la croissance de certains micro-organismes. Ceux-ci sont pathogènes pour l'homme et pour les animaux. Ceux qui sont nuisibles à la conservation d'un produit alimentaire ou pharmaceutique. Les agents antibactériens ont des effets variables. On distingue les agents chimiques, physiques et chimiothérapeutiques. En termes de définition, qu'est-ce que c'est que la désinfection? La désinfection désigne un agent physique ou chimique capable de détruire les micro-organismes. Ce terme est réservé aux agents antimicrobiens utilisés sur des milieux inertes, des plans de travail, des sols, de l'eau, de l'air. On peut les utiliser de ce fait à forte dose et pendant des durées prolongées. Exemple, l'eau de Javel titrée à 8 degrés et l'eau de Javel à 12 degrés. La stérilisation, quant à elle, c'est l'opération qui a pour objet de tuer tous les micro-organismes contenus dans une préparation. Le matériel traité est alors dit stérile. Il ne contient aucun micro-organisme. Les agents utilisés pour cette opération sont physiques et chimiques. La stérilisation, quant à elle, désigne le procédé permettant de stopper ou ralentir le développement antimicrobien. Exemple, la conservation par le froid. C'est donc une action momentanée permettant de
prolonger la conservation. Nous avons vu le cas des yaourts Vigor, des yaourts utilisés dans l'agroalimentaire. Les antiseptiques sont des termes désignant une substance qui élimine ou détruit les micro-organismes et qui est appliquée sur des tissus vivants, eau oxygénée, éthanol. Alors on précise que l'eau oxygénée ici c'est le peroxyde d'hydrogène. Et l'éthanol ici désigne l'alcool. Vous avez des schémas récapitulatifs qui permettent de reprendre tout ce que nous venons d'expliquer. Désinfectants, antiseptiques et l'eau oxygénée ou le peroxyde d'hydrogène. Les agents physiques, la chaleur et le froid qui détruisent ou stoppent la multiplication des micro-organismes. À plus de 180 degrés, atmosphère sèche. Et vous avez des températures à moins 30 degrés. Donc, le schéma présent permet de vous reprendre les explications données un peu plus haut. La concentration ou le confisage, la salaison, elle stabilise les confitures, les charcuteries en inhibant le développement des micro-organismes qui ne supportent pas de forte concentration en sel et de sucre. Les rayons UV ou rayons les moins efficaces, car très peu pénétrants, ils permettent uniquement une décontamination des couteaux dans la moire à UV en cuisine et pour nettoyer certaines pièces bloc chirurgical. Les rayons X et Y sont très efficaces car ont un très fort pouvoir pénétrant. Ils permettent une stérilisation à froid pour les agents ne supportant pas la chaleur. En ce qui concerne la filtration, elle permet d'éliminer la matière organique des liquides alimentaires comme la bière, le vin, l'eau et pour stériliser les suspensions de vaccins dans le milieu médical. La centrifugation permet de diminuer la charge microbienne. Une grande partie des germes se retrouvent dans le culot qui est éliminé, utilisé en industrie laitière pour les produits à base de lait cru. Les agents chimiothérapeutiques. Les agents chimiothérapeutiques sont des agents capables d'éliminer ou d'inactiver les micro-organismes. Ils ne sont pas toxiques pour l'homme et peuvent être administrés par voie orale ou intraveineuse. On précise que la voie orale, c'est la voie buccale. La voie intraveineuse se fait par effraction à travers la peau. Ça se fait par injection. Soit ils détruisent les germes, soit ils stoppent leur développement. Mais attention, pourquoi il est inutile de traiter aux antibiotiques pour les infections virales? La lutte antimicrobienne dans le secteur de la restauration. C'est la mise en place de la démarche HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, ou analyse des points critiques et la maîtrise, analyse des risques et la maîtrise des points critiques, et du GBPH, Guide des bonnes pratiques hygiéniques. Voilà. C'est aussi la pratique d'autocontrôle régulier dans les différentes unités de restauration et la surveillance par les autorités compétentes. INHP, contrôle à improviste ou en cas de toxi-infection alimentaire, TIAC. Et c'est aussi le suivi médical du personnel dont le dépistage est nécessaire. Merci pour cette présentation et nous nous retrouvons la prochaine fois pour la dernière série. Merci.